On n'a pas oublié de sourire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir à tous. On s'est dit là avec nous 5 qu'on allait attendre peut-être 1 minute, mais il est 18h31, donc on aime bien être à l'heure. Donc voilà, ça va faire venir le monde. Ah ben il y a pas mal d'inscrits. Ouais, on a plus de 230 inscrits. Hein. Ah ben j'ai Marie-Pierre qui est déjà là. Christine, bonsoir. Bonsoir à toutes. Je reconnais plein de monde. Je te laisse démarrer, Nathalie, et puis je vais saluer tout le monde et puis commencer à animer le chat. Ouais, ok, on démarre. Donc, finalement, on est dans le contexte de la crise qui est engendrée par la Covid-19, qui est à la fois exceptionnelle par son ampleur, mais également par sa durée, malheureusement. Et donc, comme toujours pendant ces périodes troublées, c'est aussi un moment où il y a une grande créativité, et en particulier dans la food, donc qui est vraiment très forte aujourd'hui. L'intégration à marche forcée du digital, la refonte du parcours client ont accéléré le développement de nouveaux modèles de magasins et de vente. Les consommateurs ont acquis de nouveaux réflexes, des modes d'achat alimentaires, et les marques digitalisées ont démontré pour certaines la pertinence de leur modèle. Donc, on avait envie de s'intéresser un peu à l'approche expérientielle. Comment est-ce qu'on la construit, qu'est-ce qu'elle apporte à l'entreprise. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, on a le plaisir d'accueillir donc ce soir avec ma complice Sandrine Doppler, experte en transition alimentaire et en innovation. Donc, on a donc le plaisir d'accueillir, je vais commencer par Philippe, tiens, exprès, voilà. Philippe Gussmann. Donc, Philippe est consultant donc, en grande consommation et agroalimentaire. Donc, après Sciences Po, il a rejoint Auchan, on s'est croisés là d'ailleurs, dont il dirige plusieurs hypermarchés. En 2012, il a créé la direction de l'offre, puis la direction des relations institutionnelles, où il pilotait les parties prenantes, notamment la filière agroalimentaire. Il est par ailleurs administrateur de la Note Globale. Il est membre du think tank agroalimentaire Les Échos. Il est élu à la Chambre de commerce de Paris et il a fondé son agence, donc une agence de conseil dédiée au changement de modèle de consommation. Bienvenue parmi nous, Philippe. Merci. Ensuite, nous accueillons Marianne Tombos. Bonsoir. Bonsoir, Marianne. Donc, consultante en marketing, ex-directrice marketing de Classe Croûte et Planète Sushi. On s'est aussi croisés là. Pendant 15 ans, elle a évolué dans l'univers de la grande consommation sur des marques internationales, comme par exemple Nestlé, Kellogg's, mais aussi dans d'autres univers qui peuvent nous apporter aussi des éléments, chez Nivea et chez Dim. En 2014, elle est devenue directrice marketing et digitale chez Planète Sushi, puis chez Classe Croûte, où elle relance ses enseignes de réseau de franchise en les repositionnant et en développant le trafic au point de vente, notamment comme en e-commerce. Aujourd'hui, elle accompagne les marques et les anciennes food, c'est tout nouveau, hein, en construction de marque, activation digitale et développement de l'offre ou de concepts alimentaires. C'est tout récent, ce qu'elle me disait tout à l'heure. On accueille également donc Pascal Perriot. Alors moi, je ne l'avais jamais croisé en vrai, mais beaucoup sur les réseaux. On est des addicts. Il est le fondateur du cabinet de conseil Umamet, spécialisé en stratégie. Umamit. Ouais. Umamit. Donc c'est vrai que par écrit, je n'avais pas encore prononcé. Spécialisé en stratégie digitale, en restauration, dont la mission est d'apporter les meilleurs insights au secteur afin d'envisager leur transformation numérique avec succès, évidemment. Fort de plus de 30 ans d'expérience au sein des plus grands traiteurs parisiens en qualité de directeur marketing, voilà, je perds ma ligne, et communication, il a une connaissance évidente du parcours client. Umamit accompagne aussi bien les startups que de la food tech, que des restaurants ou des groupes de restauration. Et également, ce qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui, pour le magazine France Snacking, il décrypte l'actualité de la food tech. Donc, on leur remercie d'ailleurs pour ces relais au travers donc, de publications bimensuelles. Il est également en charge du brand content et du social media management, où il crée pour snacking.fr des campagnes et des dispositifs digitaux qui unissent à la fois les fournisseurs, la communauté snacking basée sur le native advertising. Donc, merci beaucoup. On a vraiment des experts très pointus.
pour partager. Et donc là, nos objectifs pour ce webinaire, ça va être de préciser cette expérience et également pourquoi, n'est-ce pas Sandrine, avons-nous intitulé ce webinaire « Le boom du phygital, quelles nouvelles expériences clients dans la food ?» Et là, je laisse Sandrine nous expliquer tout ça. Alors, déjà, je voulais remercier nos intervenants de venir parce que ils sont très sollicités et que voilà, ils n'ont pas toujours le temps. Et puis là, ils vont nous consacrer du temps parce que c'était important. Ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait, qu'on allait faire quelque chose sur l'expérience client. Donc déjà, je remercie ma complice Nathalie, qui est dites voir sur la plateforme Ouloul, on peut donner pour Warm Up qui accompagne les femmes et ses produits. On fait un peu notre promo. On a un petit peu passé du temps après. Raison. Voilà, on a un peu passé du temps à présenter nos intervenants parce qu'ils ont des expertises fortes et un peu de slasher et variés. Et vous pouvez faire appel à eux. Voilà, c'est aussi le but de valoriser. Marianne, c'est une nouvelle dans notre Girl Power Band où il y a aussi des garçons. Et elle est membre d'Elles sont Food et je salue les membres d'Elles sont Food. Ouais, en fin de compte, dans un contexte de transition et pas que de transition alimentaire, je dirais c'est de révolution de l'alimentation. La nécessité, moi je trouvais qu'elle était encore plus forte pour les fabricants et les distributeurs d'innover sur un marché qui est hautement concurrentiel. Et pour moi, c'était pas une tendance, c'est vraiment une rupture. Et le phygital pour les filières alimentaires, ça a donc transformé toutes les formes de commerce. Et on l'a vu là pendant la crise. Enfin, c'est même plus une crise, c'est un truc qui dure depuis un an et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et donc, ça va pas être sans incidence sur l'évolution des offres produits. Et les consommateurs, on sait, ne se contentent plus d'une seule fréquentation de leur point de vente habituel. Conséquence des différentes transitions que l'homme est en train de vivre, que ce soit alimentaire, démographique, Philippe le dit souvent, les gens bougent, voilà, on travaille plus, on mange plus au même endroit, écologique et technologique. Le phygital, excusez-moi, devrait enrichir l'expérience omnicanale, nouvelle mobilité, nouvelle consommation, accès aux produits et aux informations, rapport à l'alimentation et personnalisation. Tous les modèles sont questionnés par le digital. Donc, le digital est devenu pour moi une dimension stratégique pour la performance de l'entreprise. Au-delà des circuits courts, je m'occupe d'expérience client. C'est vrai. Il ne s'agit plus de comparer uniquement avec ses concurrents directs, mais avec les meilleurs acteurs du secteur tout confondu. L'expérience client est devenue universelle et cross-sectorielle pour le consommateur qui utilise un ensemble de produits et de services dans différents secteurs. Ainsi, chaque nouveau top performer en matière d'expérience client, et ça je compte sur Pascal qui a plein d'exemples à nous montrer, et puis je sais que Pierre aussi, Philippe aussi, l'expérience client est dorénavant perçue comme un nouveau standard. Toute expérience inférieure à ce nouveau standard devient alors une source de désenchantement. Et dans ce contexte, une marque pionnière de l'expérience client influence ses concurrents directs, mais oblige également les entreprises d'autres secteurs à s'adapter à un nouveau niveau de qualité. La dernière chose, il est tombé cette semaine, je prends pour exemple Amazon qui est encore en tête de la dernière étude OpinionWay de janvier 2021 et qui propose toutes catégories confondues la meilleure expérience d'achat en ligne. La première enseigne food est troisième et j'ose pas vous dire que c'est Jeff de Bruges. Donc, il m'a paru important au regard de cette période de voir comment l'expérience client avait évolué avec la crise sanitaire et de présenter les nouvelles pratiques, mais surtout de parler de demain parce que hier, c'est hier et c'est passé. Et donc, d'inviter nos 3 experts à parler de ce sujet. Et je me retourne vers toi, Nathalie, on va co-animer à 2. Voilà. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On a perdu Sandrine. Oui. Voilà. Donc la première question était est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'expérience dans vos secteurs respectifs? Est-ce que peut-être qui veut commencer? On n'avait pas donné d'ordre. Je veux bien commencer si tu veux. Ouais. D'autant plus, je pense que c'est peut-être une des plus dures questions à laquelle on va avoir à répondre parce que finalement l'expérience client c'est beaucoup d'émotionnel. Et c'est très difficile à définir. On dit que c'est 90% d'émotion et seulement 10% de rationnel. Et c'est un mot qui est assez galvaudé, l'expérience client, depuis une dizaine d'années. On l'utilise un peu à tort et à travers. Et souvent, j'ai plutôt envie de dire d'abord ce que c'est pas. C'est pas que de la relation client, c'est pas que du service conso, c'est pas que du CRM, c'est pas que du marketing, c'est pas que de l'engagement client. C'est vraiment
quelque chose qui va ressembler à l'empreinte globale que peut laisser une marque auprès des consommateurs sur tous les points de contact. Et c'est pour ça que c'est assez difficile finalement à définir et aussi à monitorer. Et c'est devenu maintenant, comme disait Sandrine, une exigence, un standard, un préalable pour toutes les enseignes de retail et toutes les marques en général, de toute manière. Et c'est vrai que vivre une expérience client, ça va devenir maintenant, ça va dépasser presque le produit et ça va devenir la priorité. Alors peut-être pas en foot, puisque le service, enfin en tout cas le produit, le foot va être quand même le contrat de base, mais en tout cas dans plein de secteurs aujourd'hui, on recherche d'abord l'expérience client avant même de rechercher un produit. Mais finalement, quand même, le food est atypique. À nuancer, effectivement, parce que le contrat de base, voilà, si on vend un produit médiocre, ça fonctionnera pas même avec la plus belle expérience au monde. En même temps, comme tu disais, l'émotionnel peut aussi améliorer même un produit médiocre. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, et d'ailleurs, médiocre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même avis. Bon, c'est déjà exactement. Voilà, on va déjà, à mon avis, sur déjà l'expérience, on va pas tous être d'accord. Ouais. Philippe, Pascal, qui c'est qui enchaîne sur leur définition maison de Moi, je veux bien l'expérience? parler je veux bien prendre la main et parler de l'expérience client, surtout en restauration, où on a forcément une expérience, hein, parce que quand on se restaure, finalement, on ne mange jamais seul, hein, on est déjà avec d'autres producteurs qui sont dans l'assiette. C'est déjà un fait. Mais l'expérience, elle est en train de se révolutionner et j'engage en fait les enseignes de la restauration, notamment à être vraiment plus proche de leurs consommateurs, dans le sens où le parti prix service en France, il est quand même de piètre qualité. On est vraiment très mal considéré par les touristes, donc il va falloir aussi reconquérir les touristes, notamment, et tout ça, c'est au travers du souvenir que l'on crée. Et on parlait d'émotion, mais tous les sens sont en éveil, et quand on va se restaurer, forcément, et les sociétés de restauration pour habitude de communiquer sur le produit énormément, qui est forcément le meilleur que les autres, hein, le plus beau, etc. Donc au-delà de la beauté, il va falloir travailler en fait cette proximité, parce qu'on a avant tout des commerçants, et cette proximité, elle doit se traduire dans une expérience, dans un souvenir qui doit être inoubliable, et c'est quand même le problème que l'on a aujourd'hui, et l'enjeu quand on va mélanger effectivement le digital et le parcours client physique que l'on a en magasin. Forcément, tout n'est pas digital. Faut vraiment arrêter de croire que le digital va tout résoudre, et tout n'est pas non plus que physique. Enfin, les gens ne supportent plus de faire la queue qui est inutile pour avoir un sandwich qu'on n'aura peut-être pas parce que quelqu'un l'aura piqué avant. Donc voilà, il faut mixer les deux, et puis montrer aussi au travers de cette proximité que on vend, quoi qu'il arrive, un produit qu'on a choisi. Donc, en tant que commerçant, on doit affirmer ses choix et on doit les partager avec ses clients, bien sûr. Voilà, enfin, c'est vraiment ça le souvenir, et qui va faire qu'on va revenir dans une enseigne plutôt qu'une autre. Donc, aux enseignes, à charge des enseignes d'être bonnes et performantes, effectivement, à la fois sur le digital et à la fois sur le parcours physique, qui doit être le même. Il n'y a rien de plus désagréable quand on entre dans un magasin. On a eu un problème de SAV sur son parcours digital, qu'on demande de le régler, et puis la personne qui est devant vous qui dit « mais c'est pas moi, c'est pas nous, quoi. » Enfin, on peut pas répondre à ce genre de questions. Faut prendre contact avec le digital. Enfin, donc soyons proches des gens et pouvons résoudre leurs problèmes de manière immédiate. C'est ce qu'ils attendent. C'est incompréhensible aujourd'hui de devoir s'adresser, quand on est consommateur, à deux réseaux différents. Enfin voilà, c'est une première impression, parce que l'expérience, c'est forcément une impression. Et donc quand on part avec une mauvaise impression, autant dire que le client ne le reverra pas. Donc là, si par rapport à ce que disait Marianne, je dirais que ce qui est en commun dans vos approches, c'est qu'il y a le food, parce que dans la food, c'est vraiment particulier, mais pas que. Oui.
et vraiment prendre l'ensemble des dimensions autour du consommateur ou du client en considération pour avoir un bien-être global en fait de son expérience, quoi. Ouais, et puis mêler surtout le physique et le digital, d'où cette expression d'expérience aujourd'hui qui est de plus en plus digitale, puisque les consommateurs ont pris cette habitude d'être aussi sur le digital pour commander, parce que c'est très utile, Et cette c'est très période, facile. parce que, en fait, cette période que je disais qui est très longue, hein, parce que maintenant ça fait 1 an, a vraiment accéléré pour toi cette prise en considération Ça est du plus digital. qu'accéléré. On a C'est plus perdu Pascal. qu'accéléré. Oui, vous avez vu une belle vue sur les poutres parisiennes, je suis désolé. C'est plus qu'accéléré puisque 72% des consommateurs en France considèrent que le digital a été très pratique et beaucoup plus facile à utiliser, et ils sont 61% à vouloir garder cette Regardez. habitude parce qu'elle est effectivement facile et pratique pour eux. Donc, quoi qu'il arrive, même à la réouverture des restaurants, des commerces, forcément le digital va être utilisé par les consommateurs, et voilà, tout le monde se gargarise de pouvoir réouvrir bientôt, mais ce sera peut-être pas dans les mêmes conditions. Okay. Avant de reparler de après, moi j'aurais voulu avoir le sentiment de déjà la définition de Philippe sur l'expérience client, hein, et il y avait une notion de valeur quand on s'était parlé ensemble, et surtout ce que ça a impacté pour le retail qui en fin de compte a dû avancer à marche forcée là pendant la crise, enfin à cette période, on va arrêter de dire crise parce que franchement c'est la vie, hein, elle est comme ça. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça a changé et où est-ce que ça pourrait un petit peu à nous amener. Voilà, bonsoir Philippe. En fait. Oui, bonsoir. Sur le sujet de l'expérience client, d'abord j'ai envie de revenir sur un terme, sur ce terme d'expérience client que je trouve, ça a été dit, je crois par Marianne, extrêmement galvaudé en France. Probablement que c'est la langue qui ne nous aide pas. Le terme en anglais, c'est UX, User Experience, et ça renvoie à un élément fondamental, c'est que le seul sujet important pour moi, c'est le moment de l'usage. C'est le seul point important. Et je rajouterai un élément, on n'est pas là pour faire de la philanthropie, ça peut être intéressant, on est là à un moment donné pour créer de la valeur. Et donc le sujet, c'est l'usage par rapport au moment où se crée la valeur, finalement. Et donc, je vais partir de ce point-là. En ce sens, je pense que l'alimentaire, évidemment, il y a des spécificités comme dans tout secteur, mais l'alimentaire n'a pas de spécificité générale, si vous voulez, de mode de fonctionnement général par rapport à d'autres secteurs. Que vous achetiez une machine à laver ou vous vouliez manger, finalement, le sujet sur une machine à laver, c'est de savoir si ça lave correctement votre linge. Votre expérience d'usage, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes content du linge quand il sort de la machine ? C'est ça le sujet. Et pour l'alimentation, c'est pareil. Le moment important, c'est celui où vous mangez. C'est celui où vous avez plaisir à manger. Et ça renvoie à des tas de dimensions Ce côté fonctionnel, effectivement. À des tas de dimensions différentes qui ont été évoquées par Marianne, que sont le plaisir, évidemment, de la dégustation, qui renvoie à la commensalité, avec qui vous mangez, quelles sont les associations que vous allez faire entre les mets, la table, éventuellement, la déco, enfin, bon, tous les éléments qui concourent à ça. Et ce qui me paraît, moi, important, c'est de sortir de cette histoire d'expérience client qu'on met effectivement à toutes les sauces et un peu n'importe comment, en se disant, le seul sujet important, c'est l'expérience d'usage, c'est-à-dire au moment de la consommation. C'est le seul qui est réellement important. Et la question que les acteurs économiques doivent se poser, c'est comment on fait pour faire réussir le client. On peut avoir la plus belle expérience de vente d'une côte de bœuf dans un magasin. Si elle est foirée dans mon assiette, ça ne sert à rien. Et donc, la chaîne de valeur, elle ne part pas de l'amont en se demandant qu'est-ce qu'on rajoute pour améliorer l'expérience. On va dire que ce sera mieux que rien, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel est le plaisir au moment de la consommation et comment je remonte la chaîne de valeur en me demandant, à chaque étage, comment je contribue à améliorer ça. C'est ça le sujet. Et là, il y a énormément de choses à construire.
énormément de choses à faire. Et les acteurs qui sont positionnés sur cette chaîne de valeur historiquement de façon très linéaire peuvent avoir des interactions tout à fait nouvelles aujourd'hui, notamment par le biais du digital. Vous pouvez avoir des acteurs très amont qui ne sont pas en contact avec le consommateur et qui vont par contre produire des éléments qui vont concourir à l'amélioration de l'expérience client, à cette réalisation de la réussite du client, des effets utiles, si je reprends un terme d'économie servicielle très utilisé par Philippe Moati, et ces effets utiles, ils sont au moment de manger. Point. Alors, manger, je pourrais plus rajouter les effets de nutrition, etc., si on veut aller là-dedans, mais ce n'était pas mon propos ici. Voilà ce que j'avais envie de dire au démarrage. Et puis, juste pour compléter par rapport à ta question, Sandrine, sur les évolutions, alors je fais un petit peu des raccourcis, là, on en reviendra peut-être tout à l'heure, par rapport aux évolutions de cette année, de cette situation Covid et de la crise. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, cette crise, en faisant bouger considérablement les acteurs, tout simplement parce qu'on était confinés, on ne pouvait pas aller au même endroit, d'ailleurs on l'est toujours, parce que un certain nombre d'outils sont arrivés, ou du moins se sont développés. Le digital était déjà présent, mais a envahi nos vies de façon considérable. Tout le monde s'est équipé. Et donc, l'expérience client en elle-même, elle ne change pas. J'ai toujours autant envie de réussir ma côte de bœuf ce soir qu'il y a 2 ans. Ça ne change rien, ça. En revanche, c'est la façon d'y arriver qui change. Et la façon qu'ont les acteurs, éventuellement, acteurs économiques, de concourir à cette réussite qui a pu évoluer. Parce qu'ils se sont dotés de nouveaux outils, parce qu'on est branché différemment auprès d'eux, et ça, ce sont des éléments qui changent. Et qui donc, derrière, peuvent faire évoluer la répartition de la valeur entre les acteurs. Mais donc, est-ce que pour vous, l'expérience client, c'est une stratégie d'entreprise ou est-ce que c'est un levier de différenciation ou est-ce que c'est les deux? Et là, je pose la question toujours à tous les trois parce que comme vous êtes sur des secteurs totalement différents, ça peut varier malgré qu'on soit sur un secteur food. Marianne, Pascal, Philippe, sur cette question. Moi, je pense que c'est clairement, de toute façon, c'est un levier de différenciation. Ne serait-ce que parce que, comme je l'expliquais au tout départ, si on prend un peu de recul, c'est venu aussi d'une situation de crise, par exemple, de cette fameuse théorie aussi du marketing mix, des 4P, où finalement on s'est retrouvé dans une situation avec une sorte d'alignement, de nivellement de l'ensemble des éléments du mix. Et à un moment, les entreprises, les enseignes en particulier, se sont dit, mais comment on fait pour se différencier, apporter autre chose que du prix, du produit et c'est vrai que finalement, tout le monde s'alignait sur ce point-là. Et puis, ça vient aussi de l'omnicanalité, puisque le consommateur étant versatile, présent sur plein de supports, à plein d'endroits, plein d'outils de communication, comment on fait pour l'unifier, pour le comprendre d'une seule et même manière et pour apporter du lien sur l'ensemble de son parcours, c'est aussi par l'expérience client qu'on arrive à créer et à créer cette différenciation. Donc, c'est un outil de différenciation, c'est évident, mais c'est forcément une stratégie d'entreprise. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans cette peut-être pas une stratégie, mais en tout cas dans cette action, dans ce levier, ça concerne l'ensemble des membres de l'entreprise. Ça concerne, c'est pas un sujet de marketing, c'est pas un sujet qui concerne uniquement la direction générale ou les opérationnels. Ça concerne tout le monde. Donc c'est un projet qui est porté par tous les collaborateurs. Forcément. Philippe, Pascal. Oui, moi je vais être plus radical encore par rapport à ta question, c'est de dire, pour moi l'expérience client, c'est pas une stratégie d'entreprise ni un levier de différenciation, c'est un objectif. On est là pour servir l'expérience client. La stratégie, c'est les moyens qu'on met en place pour aider à la faire réussir. Donc tu vois, je serais plutôt sur le ni-ni, c'est un objectif. Et les éléments de stratégie, voilà, ou les leviers de différenciation, c'est qu'est-ce que je mets en œuvre, moi, enseigne, ou moi, livreur, ou moi, industriel, qu'est-ce que je mets en place qui va permettre que l'expérience client soit meilleure. Mais l'expérience client, c'est bien celle du client quand il mange dans notre affaire. Et on n'est pas là quand il mange. C'est pas tout à fait la même chose que si vous êtes chez Disney, ou je ne sais où, ou au théâtre, où l'expérience client, vous êtes en pleine interaction. Donc, il y a une temporalité qui est un petit peu différente. Au restaurant, effectivement, vous la vivez en direct. Et donc, vous pouvez être en interaction directe. Mais modulo cette temporalité un peu décalée, finalement, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour que cette expérience client soit réussie. Même au restaurant, ça nous est tous arrivé, sans doute. Vous avez un plat, vous êtes censé mettre la sauce à tel endroit, parce que maintenant, ça devient très technique, et vous ne le faites pas, vous n'avez pas la même expérience client.
peut-être parce que le serveur a oublié de vous le dire avant. C'est comme hier soir, Top Chef ou autre. Faut le couper dans tel sens, rajouter la sauce de telle façon, penser à plonger au fond de l'assiette. Enfin, ce sont des éléments d'expérience client. Bah, vous le dites pas, vous loupez l'expérience client. Bon. Mais est-ce qu'au final, ça devient pas ultra trop compliqué? Tu vois, tu parlais de cette histoire de restauration, de machin. Est-ce qu'en fin de compte, le client, certes, il a besoin d'attention, mais est-ce que des fois, on n'est pas un peu dans le too much qui fait que on n'a plus le plaisir de la consommation parce qu'il y a trop de choses qui se passent qu'on doit ajouter, annexer à côté pour que ça soit réussi comme nous on l'a imaginé, comme les personnes. Je vais prendre l'expérience que j'ai pu avoir, ma meilleure expérience en restauration. Elle s'est passée au Danemark dans un restaurant qui s'appelle Relaé, où on arrive, on a sur table 2 verres uniquement. On sait juste le prix parce que de toute façon c'est tellement booké qu'il faut réserver minimum 2 mois à l'avance. Et vous asseyez, il n'y a plus de serveur. Le serveur n'existe plus. Il y a une cuisine ouverte au milieu de la cuisine. Et vous asseyez, vous découvrez le menu dans un tiroir qui est dans la table. Vous mettez vous-même vos couverts. Et c'est le cuisinier qui vous apporte au fur et à mesure les plats. Il y a un sommelier qui vous conseille et qui vous sert le plat. Et c'est le cuisinier qui vous explique le plat à chaque fois et comment vous devez le manger. Et c'est vachement plus agréable qu'un serveur qui ne connaît pas le plat, déjà. Donc, ça, c'est clair. Et puis, voilà, on parle d'expérience, mais là, il y a une surprise, quoi. C'est ça la surprise. Et c'est aussi ça, c'est créer une bonne surprise. Oui, mais ça, c'est quand tu es au restaurant, tu as envie d'avoir la surprise, mais quand tu reçois tes courses de Carrefour, tu n'as pas envie d'être surpris. Tu as juste envie de recevoir tes courses. Tu as envie quand même qu'au moins ce soit conforme à ce que tu as commandé. Voilà. Ce qui n'est pas non plus gagné. Et puis, pourquoi pas ne pas avoir quelques recettes pour accompagner quelques bons trucs et quelques bonnes astuces qui accompagnent cette livraison et qui n'est pas fait. Qu'est-ce qui t'empêche effectivement d'avoir un QR code qui te dise, voilà, vous avez commandé ça, voilà les bons trucs pour faire reposer votre côte de bœuf le temps qu'il faut avant de la découper, parce que sinon vous allez avoir plein de sang dans l'assiette, par exemple. Pascal, dans ton expérience, je trouve ça super intéressant de se dire que finalement, si tu dis que c'était une de tes meilleures expériences, c'est que finalement la personne qui t'a apporté le plat, elle connaissait. Donc je pense qu'il y a. C'est elle qui l'a fait le plat, ouais, bien sûr. Il y a quelque chose là qui est en train de justement, c'est d'ailleurs le niveau de connaissance que chaque maillon peut apporter. Et ça, je pense que c'est vraiment et à mon avis, ça a été le décalage justement entre la communication et la réalité des produits, où effectivement il n'y avait pas de connaissance réelle. D'ailleurs, moi j'arrête pas de le répéter en alimentation, c'est-à-dire que même les chefs d'ailleurs, certains ne connaissent pas vraiment les produits. On parle souvent de ça avec Sandrine en termes de nutrition. Qu'est-ce que ça apporte? Enfin, je veux dire, ça va jusque là. Et je pense que cette expérience-là, depuis un an, nous montre qu'effectivement, ceux qui se sont un peu plus sortis du lot, c'est ceux qui avaient une vraie connaissance et qui partageaient eux-mêmes sur les réseaux leurs connaissances et qui sont sortis du lot. C'est-à-dire que ce n'est pas les intermédiaires, c'est vraiment. Je trouve que ça m'a frappé dans tous les secteurs, que ce soit la musique, ceux qui vont prendre leur guitare et gratter et chanter et partager, il n'y avait pas besoin on l'a vu avec le pain, oui. par exemple, où il y a eu 20 millions de recettes autour du pain fait maison, qui ont été partagées à la fois par des chefs, mais aussi par des blogueurs, puis des gens qui savaient faire le pain, savaient faire leur levain, et voilà. Donc, on voit bien que d'augmenter le niveau de compétence et de connaissance et de le partager, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que pour vous ça a changé dans la manière de designer ou de construire ou de voir ou de construire ou de reconstruire ou de réorganiser les expériences ou en magasin ou en ligne, toute cette période qu'on a un petit peu vécue. Je sais que le retail, tu en parles assez souvent, Philippe, a dû avancer à marche forcée dans la livraison. Ils n'étaient pas vraiment prêts. Enfin, ils n'étaient pas prêts. Je pense que personne n'était prêt. Qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que ça va induire à long terme, en définitive, pour eux?
Non, le retail, globalement, c'est pour ça que ça a marché, d'ailleurs, globalement, était prêt. Le retail alimentaire, tout ce qui est digitalisation était plutôt en retard sur le non-alimentaire, ils ont été à marche forcée, là oui, mais les distributeurs alimentaires, les drives existaient déjà, les systèmes de livraison à domicile en zone urbaine existaient déjà, évidemment pas calibrés au niveau de la demande qu'on a connue, mais ils ont donc plutôt été dans une phase de montée en puissance qu'une phase de création en fait des modèles. Donc on est sur ce mouvement qui se poursuit. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que ce mouvement de digitalisation a été très violent au moment du premier confinement, que dans l'entre-deux, il s'est légèrement tassé, mais bon, les gens étaient craintifs. Le deuxième confinement, on avait pris nos habitudes, mais il y a un deuxième élément de digitalisation qui a pris un très fort essor là sur la fin de l'année. Alors, surtout en zone urbaine, évidemment, parisienne particulièrement, mais ça vaut pour tout. C'est cette digitalisation des restaurants qui, par contre, n'existait pas ou quasiment pas au premier confinement. Et donc, on sort derrière le restaurant, c'est-à-dire, on est passé de la livraison à domicile ou du drive, de la digitalisation des courses, à la digitalisation des repas, ce qui est tout à fait différent. Oui. Et là, on mélange les circuits qui sont les Deliveroo et compagnie qui nous livrent, ou des sites un peu pure player, je dirais comme TikTok, ou des pas TikTok, TikTok, c'est TikTok, le côté un peu gastronomique. Ouais. Mais aussi des gens comme La Belle Vie qui tournent très bien et qui se sont fortement développés sur la fin de l'année, ou alors, bon là on est plutôt dans le côté épicerie, mais justement épicerie.com, donc on a eu une deuxième salve de digitalisation qui est plus sur celle des repas. Et ça a pour moi un impact très important déjà maintenant, mais probablement à la sortie. C'est-à-dire qu'on voit, pardon, je dérive un peu, mais c'est vraiment un sujet qui me préoccupe, ou qui d'ailleurs me passionne, plus que me préoccupe, c'est que la consommation alimentaire dans le retail a bénéficié évidemment malheureusement de la fermeture des restaurants, mais qu'on est en train de revenir avec une forte appétence sur les restaurants, qui est frustré aujourd'hui, et donc de l'expérience pour le coup d'être au restaurant avec des amis, etc. Mais par contre, la livraison de la qualité restaurant, des plats travaillés, est en train de se développer. Et donc le jour où on sera rouvert, moi je ne suis pas du tout convaincu que cette restauration livrée, je vais le dire comme ça, décline au profit de la restauration, que ça revienne. Non, je pense qu'on va revenir au restaurant, qu'on va garder la restauration livrée, et que c'est la livraison finalement des courses, mais surtout l'achat des courses dans les magasins qui va être pénalisé. Ouais. Mais c'est logique, parce que finalement, on revient à cette logique d'expérience. L'expérience, c'est le goût, c'est le plaisir qu'on a quand on mange. Eh bien, quand vous faites cette expérience-là chez vous, avec des ingrédients que vous avez achetés en faisant vos courses et que vous faites de la cuisine, certains, ils sont quand même pas très nombreux, même si on se la raconte, ont le plaisir de faire la cuisine. Ou alors, ils vont le faire le samedi, mais le mardi soir, le mercredi, c'est plus rare. C'est fini, c'est fini. Ouais. Voilà. Et donc, la qualité de l'expérience au bout, quand vous vous faites livrer un plat fait par un chef ou par un restaurant de qualité, livré en une demi-heure, etc., et ben finalement, l'expérience, elle est bien plus réussie. Ce n'est pas parce que l'interface de l'app de Deliveroo est bonne. Oui, elle est bonne parce qu'elle concourt au fait que vous allez pouvoir décider à un moment donné ce que vous voulez manger, que 3/4 d'heure après, vous êtes en train de manger le plat qui vous c'est le côté hyper pratique, hyper fonctionnel. Et en plus, très bon. On fait rentrer le restaurant chez soi, bien Exactement. sûr. Et Marianne, je te voyais abonder. Excuse-moi, Nathalie, je voyais Marianne abonder de la tête. Oui, parce que la digitalisation aujourd'hui, si on regarde notre secteur de la restauration, elle est, avec la crise qu'on est en train de passer, ça fait quasiment, on va résumer presque 1 an de fermeture, et on se retrouve dans une situation où la restauration égale la livraison, voire le click and collect et la vente à emporter. Mais cette digitalisation, alors pour parler de la livraison en direct, c'est devenu finalement un marché à lui tout seul. Ça a explosé, même si c'était bien sûr existant depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est 5 milliards d'euros déjà. Ça a explosé de 50% en 2 ans. Et en termes de pénétration… Excuse-moi, je vais te couper, Marianne. Mais on a sorti aujourd'hui, en fait, chez France Snacking, l'édition des 100 majors de la restauration rapide.
et à périmètre égal par rapport à 2019, ils ne sont qu'à moins 20%. Ce qui veut dire que grâce à la livraison et à la vente à emporter et au click and collect et à la digitalisation, ils ont réussi à maintenir 80% de leur activité, ce qui est une performance hors norme. Ouais. C'est énorme. Ouais, Même si ça ne comble pas tous les Non, prix, non. enfin, on voit bien que C'est de un, toute c'est un étude façon, faire aussi. Ouais. le pli est pris et chaque jour qui passe est Mm. en faveur du Ouais. e-commerce sur ce secteur en particulier. Il Excuse-moi, y je te avait laisse poursuivre. Et Non, moi, à nos intervenants, il y a déjà énormément de questions dans le chat. Moi, je vous propose de les prendre au fil de l'eau si ça vous ouais. va. Et qui veut répondre, mais je te laisse finir, Marianne, et après, je Oui, vous pose une première il y salle de avait une questions. maison, elle est installée. Et là, il y avait une étude de Food Service Vision qui montrait aussi que les trois quarts des acteurs de la restauration aujourd'hui qui se sont lancés ou qui étaient déjà dans la livraison vont la garder, vont la pérenniser après la Bien réouverture. sûr, Ça veut dire que ce ils ont bien raison. comme disait Philippe et comme tu dis, il est installé, il va rester pérenne, bien entendu, et ça on l'a vu aussi, on va retourner au restaurant et peut-être même d'autant plus, il y a eu ce manque. Après, il y a un point quand même de vigilance, je pense, dont on parle pas beaucoup, qui est quand même ce qui peut arriver, c'est la crise économique. Il y a un effet porte-monnaie. Il y a eu une propension à épargner, une peur de l'avenir. Donc il y a quand même ce point aussi, garder en tête qui peut avoir des impacts et des arbitrages sur le porte-monnaie demain, surtout sur la partie la sphère loisirs, plaisir, restauration, mais Ah, qui mais je peut pense aussi que les gens ont aussi fait d'autres choix. Enfin, le boom de Leroy Merlin du jardinage. est une preuve. Enfin, les gens font très attention. Ouais. Enfin, à leur cocooning, à leur bien-être. Voilà, un an sans les restaurants, effectivement, c'est un an à faire d'autres choix, à disperser les dépenses, à faire des économies pour préserver l'avenir, Ouais. effectivement. Mais bien sûr que, voilà, est-ce qu'on va dépenser 200 € comme on le faisait avant en allant au restaurant une fois par semaine, une fois par mois, comme certains pouvaient le faire? C'est une autre question. Donc Ouais. oui, la Mais livraison est quand même beaucoup plus économique malgré tout. alors, moi, je vais faire deux questions en un, c'est ma Des spécialité. questions. La question d'Abderrahman Grebissi qui est: est-ce que la restauration rapide aura encore le vent en poupe ou ce sera juste un effet de mode dû au Covid? Auquel je rajoute ma question: ok, on retournera au restaurant, mais est-ce que du coup, on n'aura pas envie de quelque chose qu'on n'aura pas eu chez soi en termes d'expérience et que là, du coup, peut-être que la brasserie steak frites aura moins le vent en poupe que La question un sur la truc un restauration peu. rapide, si vous voulez. Oui. Voilà. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez qu'on retournera au restaurant, même type de restaurant, d'autres types de restaurants? Quel type d'expérience on voudra vivre quand on y retournera? Au choix. Je peux répondre sur la restauration rapide. Avant la Ouais. crise, la restauration rapide représentait 70% déjà des actes d'achat pour à peu près 56% du chiffre d'affaires. Il était le seul vecteur de croissance en restauration et c'est ce qui pénalisait forcément la restauration traditionnelle commerciale. Donc, ce mouvement a encore entraîné l'essor de la restauration rapide parce qu'elle était plus armée, plus dynamique, plus digitalisée, plus en avance, forcément, parce qu'elle est forcément plus fonctionnelle aussi et moins chère et voilà, plus axée sur le midi, mais aussi sur d'autres instants de consommation que la restauration traditionnelle ne leur fournit pas, comme les accueils, le café du matin que l'on peut emporter avant d'aller au travail, etc. Elle était déjà présente sur tous ces segments. Donc forcément, elle avait de l'avance. Ce que n'a pas la restauration traditionnelle. Donc oui, forcément, la restauration rapide sort une fois de plus grandie quelque part par ce marasme que l'on connaît, bien sûr. Et sur la restauration traditionnelle, on aura les mêmes besoins, les mêmes attentes? Ou est-ce On qu'on aura va... d'autant plus besoin de fun, quoi, de ce qu'on appelle d'entertainment, de s'amuser. C'est voilà, la restauration traditionnelle est avant tout un lieu social et il va falloir effectivement combler, divertir ce besoin de sociabilité. On mange pas,
On peut faire attention toute la semaine à ce que l'on mange en termes de régime pour pas trop grossir, mais quand on va au restaurant, le lâcher-prise domine. C'est là où on va manger la côte de bœuf et on va pas manger la côte de bœuf avec un verre d'eau ou un coca encore. Non, mais c'est vrai, voilà. Donc, on va sortir aussi la bonne bouteille de vin et puis, si tout va bien, on pourrait presque aller jusqu'au digestif. Donc, voilà, enfin, on n'est pas dans un comportement normal. Quand on va au restaurant, on se lâche, et ce qui est logique, bien sûr. Et en plus, on est avec ses pairs, les gens vont au restaurant pour se sociabiliser avant tout, et pour voir et se faire voir, bien sûr. Et moi, je rebondis sur ce qu'a noté Marie-Pierre Membrive là sur le chat. C'est que le digital a permis aussi de réhumaniser certaines relations comme artisan-client ou même restaurateur-client. Je pense qu'aussi il y a des liens. Moi, je vois même dans des petites villes, j'habite sur Laval, on a des restaurants qui vraiment ont eu du mal à se mettre, mais finalement se sont mis à la livraison. Et d'ailleurs, il y a associé avec une start-up, certains restaurants livrent avec tout ce qui est emballage en verre qui sont ensuite consignés. Enfin, il y a une expérience globale assez intéressante. Et c'est un des restaurants, par exemple, qui a créé des liens avec ses clients qu'on n'avait jamais eu avant et qui, à mon avis, quand ça va repartir, on aura envie aussi d'y retourner parce qu'on aura envie de discuter avec lui, envie de partager des choses. Donc, ça a réhumanisé ce que tu disais, c'est-à-dire que là, on a vu les chefs en fait passer en cuisine et on a discuté avec eux ce qu'on ne faisait jamais avant. Ils étaient derrière, on les voyait pas. Donc, je pense il faudra vraiment, à mon avis, pour tout ce secteur, capitaliser sur ça. Cette relation, je ne sais pas comment, mais il y a sûrement des actions vraiment intéressantes qui pourraient être pour faire revenir effectivement les clients dans les restaurants et ne pas finalement se contenter du plat qu'on a livré à la maison. Je suis d'accord avec ce point, d'autant je pense que les gagnants, alors je suis pas devin pour savoir qui sortira le gagnant du chapeau, mais ceux qui en tout cas auront fait le plus d'effets de communication, qui auront plus travaillé le lien avec leurs clients, qui auront été présents, à la limite même sans servir et sans être ouverts, hein, et qui auront enjolivé aussi cette expérience depuis un an, ce seront eux qui demain pourront garder en tout cas leur clientèle d'origine et peut-être même la développer. Donc cette humanisation et ce lien, il est fait aujourd'hui, il faut le garder. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut justement préciser que ceux qui n'ont pas maintenu ce lien, je pense que ça va être très difficile. Ça va être la façon d'avoir maintenu le lien, que ce soit effectivement rien que par les réseaux, pas forcément en proposant, parce que moi je connais des restaurants qui sont fermés, mais qui ont maintenu le lien sur la connaissance des produits, sur les partages des futures recettes, sur leur quotidien. Ça donne envie d'y retourner. Effectivement, ceux dont on n'a plus entendu parler et qui attendent la réouverture, j'ai peur que ce soit plus difficile, effectivement. Philippe, je voulais revenir vers toi. Tu vas dire, mais je t'en veux sur cette histoire de retail. On a quand même vu que les très très grandes surfaces avaient été un petit peu abandonnées parce que pour des problèmes de comment dire ça, on ne pouvait pas y accéder parce qu'elles étaient fermées, tout simplement. Enfin, c'est qu'elles qui étaient dans les centres commerciaux. Ensuite, il y avait un problème peut-être d'hygiène et je pense que Pascal en parlera tout à l'heure. En fait, sécurité, peut-être, voilà. Il y a aussi. Et puis surtout, il n'y avait qu'une seule personne dans une famille qui pouvait entrer dans les centres. Voilà, c'est quand même très limité. Oui, voilà. C'est quoi l'avenir de ces très très grandes surfaces en périphérie, enfin que nous on connaît plutôt en périphérie de ville, sachant que tout à l'heure on en parlait un peu de cette expérience et te dire oui, quand on va dans un grand hyper comme ça, qu'on demande un renseignement, c'est toujours très compliqué d'avoir une information parce que c'est jamais la bonne personne qui est dans le bon rayon et ça c'est aussi quelque chose qui concourt pas à la relation qu'on a avec un commerce de proximité. Il y a beaucoup de choses dans ta question là. Comme d'habitude. Et la réponse pour moi n'est pas liée à la surface. Donc je vais essayer de serrer rapidement, sans prendre trop de temps, les différents sujets. Oui, l'année dernière, les grands plus les magasins étaient grands, plus ils ont été pénalisés. Mais c'est logique puisque les grands magasins, plus les magasins sont grands, plus leurs zones de chalandise sont grandes. Or, précisément, la situation du confinement ou les limitations de déplacement ou la peur, finalement, on réduisait mécaniquement ça. Donc, il y avait de facto une prime à la proximité. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui, en soi, est durable.
Ensuite, juste pour tordre le cou à des idées reçues, même si les hypermarchés globalement ne se portent pas très bien, il faut quand même observer que la réalité des résultats est plus corrélée, et ça rejoint à ce qu'a dit, je crois, Marianne tout à l'heure aussi, la réalité est plus corrélée au niveau de prix des enseignes ou des magasins qu'à la surface, si on voulait faire un rapport. Il y a de très grands Leclerc qui se portent très bien et qui n'ont pas de problème. Donc, il faut sortir un peu de ce sujet. En revanche, ce qui est un vrai sujet que tu pointes là, c'est sur la qualité finalement du service rendu en magasin, qui, in fine, va concourir à l'expérience client. On devrait normalement, enfin je trouve qu'on devrait normalement, dans un grand magasin qui a plus de moyens, qui a plus de surface, avoir au bout une expérience client, ou du moins des éléments qui concourent à cette expérience, qui soient plus forts que dans un petit magasin. C'est pas le cas. Ça ne veut pas pour autant dire que dans un petit magasin, c'est bien, parce que moi, des magasins de proximité complètement pourris en expérience client, j'en connais des palanquets, hein, c'est pas le sujet. C'est pas nécessairement un problème de surface, mais c'est vrai que moi, je plaide pour ça. Je pense que les grands hypermarchés, notamment, ont une capacité à faire qu'ils n'ont pas encore transformée au niveau où ils pourraient le faire. C'est pas simplement en mettant des corners sushi, de la fraîcherie, etc., qu'ils vont y arriver. Je pourrais citer un exemple pas loin de chez moi, et a ouvert la semaine dernière un supermarché flambant neuf qui a une qualité de produit et finalement d'expérience, parce qu'il y a la relation avec un boucher, un charcutier ou un poissonnier qui est tout à fait remarquable et qui fait que on va réussir les plats chez soi, alors qu'un grand hypermarché, pas très loin non plus, n'est pas à ce niveau-là, alors qu'il fait 10 fois le chiffre d'affaires. Donc, il y a un hiatus et que les enseignes doivent traiter. Maintenant, les hypermarchés, alors ça c'est un truc qui m'anime beaucoup, ont un point de difficulté là-dessus, qui n'est pas un sujet finalement de moyens financiers ou autre. En fait, ça relève de la décision, ça relève du management, ça ne relève pas du reste. Mais ils ont un problème. C'est quand vous avez une zone de chalandise extraordinairement large, avec beaucoup de populations, et donc beaucoup de populations qui ont des aspirations extrêmement diverses, c'est très difficile de les faire vivre dans un même magasin. Parce qu'à un moment donné, la dimension expérientielle, pour le coup, d'un magasin, c'est une communauté de clients. Aujourd'hui, c'était moins le cas il y a 30 ans, où finalement, cette grande classe moyenne faisait qu'on se retrouvait. Mais aujourd'hui, c'est une communauté de clients qui a des codes, qui a des habitudes, et les gens, dans la vie, en général, se croisent de moins en moins. Et donc, quand vous faites un magasin éventuellement très luxueux, avec une expérience pointue sur, par exemple, des plats très traiteurisés, très qualitatifs, et tant mieux, ça va servir une catégorie de clients, et ça va être extrêmement condescendant, ou si vous voulez, je ne trouve pas exactement le terme, mais très difficile à vivre pour une autre catégorie de clients qui passent devant des rayons tout le temps en se disant « mais ça, c'est pas pour moi, ça, j'ai pas les moyens, ça, c'est difficile ». Et si vous faites l'inverse, vous avez une catégorie de clients qui va dire « c'est un magasin pourri, c'est pas pour moi non plus ». Donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire vivre des populations qui ont des aspirations différentes dans le même site. Et mon sujet, là, je l'ai évoqué sous l'angle du pouvoir d'achat, c'est le plus facile, il n'est pas que pouvoir d'achat, de loin pas. Si vous êtes sur des pouvoirs d'achat élevés, ben, vous ne pouvez pas développer la même expérience client de gens qui vont être, pardon, j'ai rien contre, mais des bio-intégristes extrêmement locavores, etc., très engagés là-dedans, et des gens qui vont payer aussi cher, pas nécessairement plus cher, sur des produits haut de gamme, de grande gastronomie. J'étais la semaine dernière visiter quelques magasins de locavores très pointus dans Paris, Paris-Est, hein, oui. Moi, j'achète pas un produit là-dedans, hein, mais c'est moi, je ne prétends pas être une clientèle cible. Je suis sidéré qu'il y ait des gens engagés, communautaires finalement, dans une consommation. Il faut que quand on pèse la carotte, il y ait autant de terre dessus, on paye la terre plus cher que la carotte, hein, c'est l'expérience de ces gens-là. Voilà, c'était l'expérience, ça se respecte, c'est leur choix, c'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas les faire cohabiter avec les autres. Hein. Celui qui achète chez Poisson ou chez le locavore, c'est le même tarif, mais c'est pas le même archipélisé, on est archipélisé en fin de compte, on cohabite. Voilà. Et pour l'hyper, c'est très dur. Ouais. Merci. Pascal, je sais que tu accompagnes, et on en a beaucoup dans le public ce soir, des restaurateurs à passer ce cap un petit peu difficile, à préparer demain, parce que même si on n'a pas de vision du vraiment demain, d'une date exacte, voilà, ça se prépare.
Qu'est-ce que tu as pu constater déjà comme changement? Quel accompagnement tu as pu leur apporter? Quelle a été ton analyse? Enfin, voilà, tu m'as montré beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de choses. Explique-nous. La première chose, c'est la sécurité qui va aujourd'hui et qui est le point de réassurance du consommateur, c'est quelle sécurité je peux garantir. Donc effectivement, tout ce qui est paiement sans contact, hein, mais aussi commande sans contact se généralise. Je suis allé voir par exemple le premier écran tactile sans contact, justement, on n'a plus besoin de le toucher, qui est développé par une société et qui devrait apparaître dans les centres commerciaux, en restauration rapide, partout en fait où on va pouvoir commander, payer, qui n'a pas non plus une valeur ajoutée énorme, hein, de passer une commande. Donc le sans contact, hein, qui se généralise, mais sans contact aussi avec le personnel très proche. Donc ça, c'est une première tendance qui est en train de se mettre en place, hein, et qui va être prépondérante en fait, parce que les consommateurs vont aller naturellement vers des sociétés qui vont leur permettre une expérience rassurante. Ça, c'est quelque chose, je pense, de très important, sur laquelle il faut absolument miser. On a également l'entertainment, s'amuser aussi, surtout quand on a une population jeune, comme en restauration rapide. Les gens veulent malgré tout se divertir avec une marque, gagner des goodies. Donc le gaming est en train de se développer en mode fidélisation. Et derrière, il y a aussi l'enjeu de la collecte de la data, parce que garantir une bonne expérience, c'est bien, mais il y a aussi le fait de bien connaître ses clients et à qui on s'adresse. Ça, c'est le deuxième point qui est important. La tendance roaming aussi, bien sûr, avec le développement de la livraison. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire effectivement pour que à la livraison, j'ai encore une expérience? Comment le restaurant peut-il se transposer en livraison? Quelle musique va accompagner les plats? Quelles recettes je pourrais refaire à partir de ma livraison? Tout ça, c'est possible à partir du QR code, qui est quand même très utilisé actuellement. Et on voit bien que les consommateurs sont en attente de proximité. Il y a un vrai problème de proximité avec les marques, mais aussi de sociabilité et d'échange et de partage. Donc tout ceci, ce sont des choses que l'on peut voir, par exemple chez Nestor à Paris, qui est une société qui est spécialisée dans la restauration livrée le midi à la base dans l'entreprise. Ils ont complètement bifurqué et on constate aujourd'hui qu'ils proposent aujourd'hui en fait une livraison. On peut avoir de la musique en fonction du pays que l'on va consommer. On va avoir une recette, on va avoir une blogueuse ou un chef qui va partager ses restaurants préférés dans son pays, et tout ça en consommant un plat qui est aussi une vraie destination, ce qui est une vraie promesse, hein. Donc ça, c'est quand même des expériences nouvelles sur lesquelles il va falloir effectivement travailler. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Absolument, absolument. Effectivement, il y avait Alice Darmon là qui disait Excuse-moi. tout dépend de la manière dont on va effectivement gérer les données pour pouvoir suivre ses clients et puis leur proposer quelque chose de personnalisé, quoi. Bah ouais, mais c'est Avant la de passer fin la... ouais. c'est la fin du silo, hein, effectivement, hein. Ouais, Avant de passer pardon. une question à Marianne, est-ce que puis Philippe va dire, mais elle revient avec son retail. Est-ce que dans le retail, il travaillait déjà bien ces histoires de data pour faire des offres personnalisées aux clients? Enfin voilà, est-ce qu'ils avaient déjà fait enfin sur cette collecte de data, ils travaillaient déjà beaucoup les enseignes pour en fait compte envoyer de l'offre aux clients, ou c'était quelque chose qui n'était pas encore extrêmement développé? Philippe, tu nous entends?
Je ne t'entends pas, Philippe. Allô, Pardon, je croyais Philippe? que tu Non, posais la question à Marianne au début. non, je te dis, avant de passer la question avant de Pardon. passer la parole à Marianne, je te posais une question vu qu'on parlait de data. Ouais. Je voulais savoir comment que ça se passait, ça se passait dans le retail. Est-ce qu'il y avait autant d'avancées que sur les autres secteurs du food service? Sur la data, Ouais. non, le retail en fait, a une masse de data considérable depuis bientôt 20 ans, parce que ça a commencé en fait en 2001-2002 avec le lancement des programmes de feed, le programme de fidélité. Le problème, c'est pas d'avoir une masse de data, c'est d'être en capacité de l'exploiter. Et là, il y a deux sujets. Il y a un sujet assez classique de est-ce qu'on est équipé, est-ce qu'il y a les effectifs pour travailler ça, est-ce qu'il y a les use cases. Enfin bon, ça c'est des sujets qui ont été longtemps laissés de côté par manque de moyens, mais qui sont plutôt pris en compte depuis 2-3 ans avec des fortunes diverses. En revanche, il y a un sujet considérable de ce qu'on appelle d'opt-in, en fait, de la capacité, enfin l'autorisation avec la RGPD notamment, qu'ont les retailers, mais comme tous les autres secteurs d'activité, à utiliser cette data. En gros, vraiment en gros, vous avez aujourd'hui un peu plus d'un tiers des clients qui sont encartés, et tout le monde l'est plus ou moins, qui ont optiné leur data. Alors ça a un peu augmenté l'année dernière par le biais du développement du drive et compagnie, mais aujourd'hui la plupart des consommateurs n'optinent pas les datas, sans doute parce que les distributeurs, comme dans les autres secteurs, s'y prennent mal, mais aussi pour une raison. C'est que moi je suis convaincu, on le fait tous d'ailleurs avec les Google, les Amazon, les machins, on laissera nos data aux distributeurs et on les laissera en opt-in le jour où en face on aura des services intelligents qui nous faciliteront la vie. Et c'est ce que les distributeurs ont encore du mal à faire et à plaider. Et pour en fréquenter un certain nombre, ils ont encore, je pense aussi, une certaine peur de ça. C'est-à-dire souvent, ils ont des idées de, oui, mais on se dit tout de suite, oui, mais le client, s'il sait qu'on peut faire ça, il va le prendre de travers, il va être inquiet, il va croire qu'on fait de l'entrisme, etc. Oui, c'est vrai. Sauf que le client, il ne se pose pas la question d'avoir laissé son numéro de carte bleue sur le site d'Amazon. Donc, vous voyez, c'est ça le sujet. C'est à un moment donné d'assumer le fait que oui, on va faire quelque chose avec vos data, de le dire, et en face d'apporter des services nettement meilleurs. L'histoire, elle est devant nous, parce que le volume de data et l'adressage, etc., a tellement explosé l'an dernier avec les nouveaux systèmes qu'en fait, je pense qu'on est à l'année zéro du marketing digital dans le retail, en réalité. Ça va se passer maintenant. Merci. Marianne, je me tourne vers toi parce que tu as quand même une forte expérience dans la restauration commerciale où tu as mis beaucoup pour Planète Sushi, Classroute et puis maintenant pour tes clients, tu as mis en place des expériences. Pour toi, qu'est-ce qui va changer dans la restauration commerciale? Qu'est-ce qui va changer? On en a parlé de ce déplacement géographique. Là, par exemple, on va peut-être plus travailler 5 jours sur 5 où est-ce qu'on travaillait avant. Les cantines, ça va plus être ça non plus. Comment tu vois ça, toi, en termes de restauration commerciale et en termes d'expérience? Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, nos restaurateurs? C'est d'autant plus d'actualité avec les nombreux confinements qu'on a enchaînés. Alors, je ne vais pas revenir sur la digitalisation, la livraison, car dessiner la restauration, ça c'est clair. Il y a deux phénomènes aussi qui ont un peu changé les usages dans le quotidien. C'est la fin du tourisme et puis l'explosion du télétravail. Parce que quand on parle de ça, alors il y a des gagnants et puis des perdants aussi dans ces deux phénomènes. Hein. La fin du tourisme, en particulier dans les grandes zones urbaines, ça a dessiné complètement des nouveaux contours, des nouveaux paysages urbains. Si on parle de Paris, vous allez rue de Rivoli aujourd'hui, c'est désertique, il y a que des vélos et des bus, hein, donc il n'y a plus du tout de piétons ni d'activité commerciale de toute manière. Je parle aussi des grandes zones de bureaux, des centres de business hein, comme la Défense, c'est désertique. Et puis les centres commerciaux sont fermés et toutes les zones d'activité commerciale en périphérie sont aussi fortement abandonnées. Alors c'est plutôt un phénomène Île-de-France et un peu moins province, parce que le télétravail est quand même plus favorisé sur l'Île-de-France qu'en province.
Et ça, c'est vraiment aujourd'hui un phénomène qui fait que les acteurs dans restauration, dans ces zones-là, ont fortement souffert. Je parle bien entendu aussi de la restauration collective qui a été fortement impactée puisqu'il n'y a plus de travailleurs dans ces entreprises. Et puis des grands acteurs dont on a entendu parler l'année dernière, Courtepaille, qui était fortement présent sur les aires d'autoroute, sur les zones d'activité, qui a souffert et qui a été racheté. Il y a Flunch, Philippe va en parler, mais qui est présent dans les zones commerçantes et puis en plus sur une offre de buffet, donc c'est d'autant plus compliqué, qui souffre aussi. Et puis il y a quand même des gagnants dans l'histoire, parce que ceux qui étaient installés dans les zones urbaines, qui se destinaient aux actifs plutôt CSP+, sur de la livraison, donc ces salariés qui sont aujourd'hui en télétravail chez eux, je parle des Frischti par exemple, des Food Chéri avec leur offre season d'abonnement, ils sont favorisés par cette situation en télétravail forcément. Et puis il y a eu pas mal de flexibilité, des petites pépites de la food tech qui ont réussi justement à changer un peu leur business model. Je pense par exemple à une jolie food tech qui s'appelle Avec Appétit, je ne sais pas si vous connaissez, qui était plutôt orientée B2B et qui a pivoté justement dans un périmètre B2C depuis 1 an, puisque justement maintenant elle touche la cible des acteurs en télétravail, des salariés en télétravail. Donc ça a complètement modulé à la fois les usages, les acteurs, des gagnants, des perdants, bien entendu. Et ça risque de durer parce que le télétravail pour certains va s'installer aussi. Et puis les villes moyennes sont en train de se développer aussi en livraison et en restauration notamment. Enfin, c'est le prisme des grandes métropoles et la supériorité des grandes métropoles, effectivement, est à craindre. Oui, parce que là, je parle pour une petite ville comme Laval. Aujourd'hui, je vois, nous, on a pris un abonnement à Season et on reçoit tous les mercredis des plats qu'on met dans notre frigo et que celles qui sont en télétravail, qui n'ont pas le temps d'aller acheter, il y a toujours des plats qui sont prêts pour la semaine. Et c'est des choses qu'on n'avait pas du tout accès. On a Uber Eats qui livre maintenant sur aussi les de Carrefour. Carrefour Market, on n'avait pas de livraison, on avait que du drive, nous, en province. On n'avait pas très peu de livraison. Aujourd'hui, on a accès. Et c'est vraiment, et là, ça va profondément changer, effectivement, les habitudes, même en province, même dans les petites villes, effectivement. Je vais prendre une question de Marie-Pierre et qui voudra répondre. Marianne, Pascal, croyez-vous que ce qu'on observe dans le retail avec le développement des apps tournées vers l'information, produits et la transparence, le Nutri-Score, l'EcoScore, le Score Nova, va avec le digital se développer dans le food service pour aider les consos à comprendre ce qu'il y a dans leur assiette. Philippe, Pascal, Marianne. Oui. Pour info, moi, je veux bien commencer. En plus, j'ai accompagné Yuka et SCADUP. SCADUP, on l'a connu ensemble, effectivement, avec Sandrine, en plus. Ouais, on les a connus à leur début, ouais. Bien sûr que, par exemple, on voit des marques qui émergent comme Jour, comme Wild and the Moon, qui sont très basées sur la santé, la nutrition, une nutrition bonne pour soi, sur le contrôle, la maîtrise, qui proposent des séances de yoga, de méditation en plus pendant cette période. C'est nouveau. Je suis surpris de ne pas avoir vu encore chez elles, chez ces marques, un calculateur nutritionnel, et qui serait relié aussi à une activité physique comme un Fitbit, comme on peut le voir déjà outre-Manche. Et ça, c'est pas fait. Et j'aimerais bien le voir effectivement, parce que je pense que c'est un tournant, la nutrition, de notre alimentation, ouais, bien sûr, cette nutrition personnalisée, ouais. Sur Season, sur les plats qu'on reçoit, il y a le Nutri-Score et il y a l'EcoScore qui a été mis en place. Oui. Justement, et c'est super intéressant, effectivement, de voir que ça permet vraiment une offre complète. Et ce qui manque, effectivement, c'est comment optimiser pour la nutritionniste que je suis, comment optimiser son équilibre alimentaire et de se dire, on rentre dans une petite app, le menu qu'on a mangé aujourd'hui, puis on se dit, tiens, comment je complète l'équilibre. Il y a un boulevard pour apprendre à équilibrer et à montrer que d'ailleurs, il y a Foodvisor qui existe où par la photo, il va te calculer le nombre de calories aussi. Ouais,
Tout à fait. C'est Non, mais aléatoire, mais quand même, ça existe. Voilà, c'est quand même mais là, on est plus. pile poil dans le figital, c'est-à-dire que ça suffit pas. Il faut effectivement, et pour nous qui avons des services conso en ligne, on voit que effectivement la donnée brute a besoin d'être placée dans le contexte et d'aider Oui. en fait à rééquilibrer de manière globale. Et c'est le mélange des deux qui sera super intéressant. J'imagine par exemple d'avoir un plat qui soit livré avec les informations et d'avoir un click to contact et d'avoir une diète en ligne pour pouvoir dire tiens bah au fait j'ai mangé ça parce qu'en fait c'est la personnalisation après qui serait intéressante mais le mix des deux pourrait être super intéressant. Ça me Philippe, donne Marianne, beaucoup parce parce que que je croyais que tu allais me dire que ça donne faim. Philippe, Marianne, vous vouliez rebondir sur les propos de Pascal et la question de Marie-Pierre. Est-ce que ça concerne je vais quand même dans le sens de Pascal. Ce qu'on a vu dans les tendances qui ont explosé, finalement grâce au Covid aussi, c'est toutes ces tendances à la consommation responsable, à la consommation éthique, au bien-être, de faire attention à la nutrition. Donc forcément, ça va être des tendances qui vont continuer à se développer, aux restaurateurs de le prendre en charge aussi, de l'intégrer dans ses cartes. Et sur la partie application, bien entendu, alors moi je salue justement, tu vont parler de Food Share Season, c'est eux qui ont commencé et qui ont inauguré ces outils pour repérer et savoir où on va pour les consommateurs, à la fois sur la partie nutrition et sur la partie responsabilité écologique. Mais ça doit aller plus loin et demain, c'est toute cette expérience client qui apporte du contenu en termes de marque, donc qui enrichit les plateformes de marque dont parlait Pascal, qui doivent être exacerbées, poussées, développées pour accompagner le client demain. Hein. Philippe, tu voulais rebondir dessus sur cela Les apps, c'est un développement évident, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles, alors il y en a plein d'autres différentes, mais est-ce qu'elles concourent réellement à l'amélioration de l'expérience client? Il y en a qui ont été cités, qui sont célèbres, je n'en suis pas convaincu du tout. Elles ubérisent le système, elles font tout ce que vous voulez, mais si j'ai un angle d'améliorer ma nutrition, ce qui est un élément d'expérience client, il y a des apps qui ne me semblent pas, dans les algorithmes et autres, ne me semblent pas y concourir. Donc, etc., etc. Alors, je ne vais pas m'étendre dans le détail, puis là, on n'a plus le temps, mais par contre, je suis persuadé que le développement des apps, que ce soit vis-à-vis du retail ou vis-à-vis de toutes les formes de consommation, d'ailleurs, peu importe, peuvent être des outils extrêmement forts d'amélioration de l'expérience client. Mais pour ça, il faut qu'elles s'inscrivent dans un écosystème qui permette d'amener ça. Et l'écosystème, c'est l'industriel, c'est le distributeur, c'est le livreur, c'est tout ce que vous voulez. Quelque chose qui vient à côté, vraiment, enfin, à part, je ne suis pas toujours convaincu. Ça dépend desquels. On n'a plus le temps pour Philippe, je rebondis sur une question d'Hélène qui parlait de simplicité pour avoir plus d'impact avec le consommateur. Et moi, vous savez que je suis très circuit court, hein, c'est mon truc. Et je me dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une forme de déshumanisation avec les applis, avec tous ces trucs-là dont on parle, les Figital et machin. Et en fait, est-ce que ça complexifie pas notre relation à l'alimentation? Si je prends des circuits courts, je vois même pas quel est l'intérêt pour moi d'aller les acheter sur une plateforme en ligne, quoi. En fait, quand je veux du circuit court, c'est que j'ai envie d'être près de mon producteur, donc d'envie d'acheter de plus proche du producteur. Quel est l'intérêt pour moi de passer en ligne? C'est de gagner du temps parce qu'il faut y aller quand même chez le producteur, l'air de rien. Hein. Ou que le producteur passe chez toi si tu veux, mais c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on travaille. Hein. Et on travaille mais en fait, beaucoup plus. On cherche. En fait, je trouve qu'on se reconnecte pas à ce qu'on. Tout à l'heure, Philippe le disait très justement, il a été dans l'Est de Paris, il y a un magasin, la nana, on lui a servi des carottes avec la terre. Là, elle est vraiment bien reconnectée à son truc. Alors, c'est Paris, c'est machin. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, sur certaines formes de produits, une espèce de déshumanisation sur des produits très standards, oui, mais c'est aux sur certains professionnels de produits. réhumaniser effectivement la relation. Je prends l'exemple de Pokawa, qui est une chaîne effectivement, qui s'est énormément digitalisé et qui, grâce au digital, a gagné des points de croissance.
c'est quand même l'une des rares marques qui enregistre plus de 70% de croissance cette année, en ayant ouvert beaucoup d'établissements, bien sûr, mais qui grâce au digital et à la commande en ligne et aux bornes de commande, a augmenté son panier moyen également. Elle profite en fait que le client commande sur une borne pour proposer des dégustations pendant que la commande du client se prépare. Donc, elle n'a pas retiré en fait de l'humain dans le magasin, elle a rajouté l'expérience, puisque commander, c'est pas non plus un truc à forte valeur ajoutée pour le client ni le commerçant. Donc, le client a commandé et derrière, il lui fait goûter des mangues marinées, des nouveaux plats, et en même temps, elle partage quelque chose avec le client tout en ayant un parcours très digitalisé. Voilà, il faut aussi rester très humain. On est des commerçants avant tout, et plutôt que de retirer l'humain qui servait à prendre la commande, au moins on rajoute l'humain, on le compense par une nouvelle expérience. Et c'est pas du tout idiot. Philippe? Oui, Non, alors sur le commerce en général, je dis toujours à peu près la même chose. Le commerce, il a deux fonctions. Il a une fonction de distribution et il a une fonction de relation. Cette fonction de distribution, c'est d'acheminer des produits ou des plats ou peu importe, elle existe et elle va se digitaliser et elle s'améliore au fur et à mesure des technologies qui vont amener une offre plus large, moins chère, plus rapidement, etc. On est dans quelque chose de froid. Et la dimension de relation, elle est fondamentale. Et c'est ce qui fait la différence du commerce physique. Je reprends toujours, j'utilise cette expression régulièrement, pas dans la vraie vie, mais dans ce genre d'événement, parce que je la trouve marrante. Elle est plus utilisée, ou quasiment plus en France, elle est obsolète. C'est quand on dit de quelqu'un qu'il est d'un commerce agréable. C'est que on est au cœur de ça, au cœur de la relation. Donc le commerce, c'est la relation. Sinon, on est dans la distribution. Et l'essentiel du e-commerce est en fait de la e-distribution. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter, quand je dis ça, s'arrêter à une dichotomie entre le physique et le digital. C'est complètement faux. Il y a des tas de commerces physiques qui ne sont que des distributions. Parce qu'il n'y a absolument pas d'humain, il n'y a absolument pas de relation, ce n'est pas des gros ou des petits, vous en avez partout. Et de la même façon, dans le digital, vous avez la capacité parfois d'avoir des outils digitaux qui développent de la relation. Soit parce qu'ils auront mis des systèmes, je ne sais pas moi, de vidéos d'interaction, tout ce que vous voulez, ou je vais citer un site web que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, que je trouve intéressant sur ça, même s'il reste relativement statique, je ne sais pas s'ils nous suivent aujourd'hui, mais je trouve que la façon de travailler d'épicerie, le site épicerie est très intéressante. Qu'est-ce que fait épicerie sur son site web, sur une marketplace? Il ne met pas en avant les produits, il met en avant les commerçants. De même que d'autres sites ne vont pas mettre en avant spécialement les produits, mais éventuellement l'industriel, le paysan, etc. Et va mettre en avant en fait l'histoire des produits, l'histoire d'un restaurant, l'histoire d'un truc. Comme un caviste met en avant un vigneron. Et donc on développe là justement une dimension de relation, et derrière d'incarnation de ce qui est vendu. Est-ce qu'on vend des produits froids avec une notice, avec une liste d'ingrédients, etc. Ou est-ce qu'on veut les incarner par quelque chose? Or, le digital permet de faire ça et permet en fait, pas aussi bien que si on y était, mais permet d'amener de l'incarnation malgré la distance. Je suis chez moi, je pourrais tout à fait commander sur un site web ici des produits qui viennent de très loin, d'une usine qui est très loin. Si j'ai une webcam, qui me montre l'usine, qui me montre la ferme, peu importe, qui m'explique les choses, je vais être dans une relation incarnée. Et donc, c'est quelque chose qui est possible et ça concourt à l'expérience. Je partage totalement. C'est une réunion qu'on a fait il n'y a pas très longtemps sur ma marketplace, là, donc rien à voir sur les produits, mais sur WOMUP. Et les avis sur cette marketplace ont été très positifs du fait qu'on partageait l'histoire des femmes, comment elles ont créé leurs produits, etc., et pas que les produits. Et ça a été un des points forts, en fait, qu'on nous a demandé de remettre en avant, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi ces produits, comment ils avaient été faits, et pas du tout, n'ont pas été mis en avant les premiers, en fait, insights qu'on avait choisis, qui étaient bons pour la santé, bons pour la planète, mais c'était ce qui nous a vraiment intéressé, c'était l'histoire, le partage, comment elles ont créé ces produits, etc.
Effectivement, et ça a créé le lien et donné l'envie d'aller rencontrer ces femmes, d'aller sur leurs réseaux sociaux et de reprendre des contacts. Donc tout à fait, je pense que c'est vraiment un mixte des deux, mais qui doit aller plus loin. Alors moi, j'aurais un autre, je pense que la difficulté sera la personnalisation. Et c'est ça aujourd'hui, et ce que tu disais aussi, c'est que et la personnalisation, effectivement, il y a une difficulté effectivement dans les grandes surfaces parce qu'on peut pas personnaliser, parce que chacun finalement va pas pour la même raison et ça va être très difficile. Je pense que l'enjeu il est là, c'est comment on personnalise au mieux. Petite question avant, enfin une ou deux questions encore avant qu'on se quitte, c'était sur les marques qui perdent en fin de compte en puissance par la fragmentation de la demande. Comment peuvent-elles créer et animer une communauté alors que les clients, il a des consommations multiples, hybrides, il fait de la livraison, il fait de l'achat en grande surface, en livraison, il est moins fidèle qu'avant. Il faut comment les marques dans ce cas-là? C'est là que l'expérience client, elle donne tout son sens finalement, puisque le client, comme tu dis, il est multiple, il est versatile, il est un peu partout, il peut comparer, il peut vérifier, et donc en fait, l'expérience client, elle va le conforter dans l'unicité, dans la notion aussi de personnalisation, et c'est ça aussi parce que derrière l'expérience client, il y a cette notion de personnalisation et puis de contenu de marque. Justement, ce qu'on apporte le plus aux consommateurs, aux clients, autour du produit, de l'histoire qu'on va raconter, et qui soit en cohérence avec la marque. Donc, si la marque, elle apporte cette expérience globale, si elle le fait en cohérence sur tous les contacts, sur tous les points de contact, sur tous les points de distribution, et que c'est en cohérence complètement avec à la fois les besoins du conso et sa plateforme de marque, dans ce cas-là, c'est gagnant pour le client. Et le contenu de marque, ça crée de l'engagement dans ce cas-là, et il n'y a plus cette notion justement de client qui est un peu partout et qu'on n'arrive pas à capter. En parlant de personnalisation, ça me fait penser, je trouve que la food devrait s'inspirer un peu du luxe. Comme expérience client, par exemple, je ne sais plus, c'est sur les champs, il y a une boutique qui, je crois que c'est Pierre Hermé plus. L'Occitanie. L'Occitanie, ouais. Et donc l'Occitane, pardon. L'Occitane, donc c'est assez incroyable. Donc quand tu rentres, tu prends une box, tu choisis une senteur et tu as les macarons et puis les parfums. Et puis tu as également un atelier pour graver ton nom sur l'objet que tu vas. Voilà. Donc j'imagine, je pense qu'on n'est vraiment pas au bout de la personnalisation. J'imagine de pouvoir personnaliser un plat en disant toi Nathalie, tu manges pas beaucoup, donc c'est pas la peine de te donner une grosse portion, mais on sait que t'aimes bien ce type de portion. Non, mais, et donc, de rapprocher aussi le terme de coût. Enfin, y a un truc qui pourrait être super intéressant, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas été au bout de cette personnalisation et de vraiment s'inspirer du luxe pour aller juste. Enfin, voilà, c'était une petite réflexion comme ça qui peut donner des idées. Je vois tous ceux qui sont connectés. Avant de conclure, dernière question un peu concrète et je pense que vous aurez des choses à dire là-dessus. Est-ce que c'est, on l'a dit en début, je crois que c'est Philippe qui l'a dit ou Pascal, on est là pour faire du business. Est-ce que créer, construire, designer une expérience client, c'est un business assuré? Y a-t-il des pièges à éviter? Et est-ce qu'on peut avoir des retours en invest? C'est combien de temps? C'est comment? Ça fonctionne? Marianne, peut-être sur ce sujet. Moi, je suis convaincue sur le principe que oui, c'est du business assuré. Pourquoi? Parce que si on se dit que on a un client satisfait, ça veut dire qu'on a un client qui est engagé, ça veut dire qu'on a un client qui est fidèle et donc un client qui recommande la marque. Donc ça fonctionne. Ça fait, dans ce cas-là, si tu as un client qui est fidèle, ça te fait baisser tes coûts d'acquisition et au final, tu gagnes en rentabilité. Après, c'est un travail qui est long. Ça se fait pas en 2 semaines ou ça se fait pas en 2 mois. On est sur un travail qui concerne l'ensemble d'une enseigne qui va avoir un effet de pivot sur l'ensemble des acteurs. Donc forcément, c'est un travail de moyen et de long terme et c'est là où ça devient plus difficile à mesurer en termes de ROI, puisque en général, le ROI, on est vraiment sur du court terme. Donc ça c'est difficile à chiffrer, mais oui, c'est du business à long terme, bien sûr. Pascal, Philippe, et après je demanderai un mot de conclusion.
C'est avant tout aussi un travail d'équipe, en fait, hein. Il y a évidemment un leadership, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. C'est une grosse stratégie, une grosse politique de changement aussi de mentalité. Donc, oui, il faut amorcer l'expérience avec une vision. Faut bien travailler sa vision et ses objectifs et bâtir ses objectifs et les suivre, effectivement. Et puis surtout, gagner, voilà, trouver des petites victoires pour pouvoir s'accrocher à ces victoires et progresser en équipe, parce que c'est le seul moyen de progresser réellement. On peut se planter, mais on se plante aussi en équipe et c'est pas grave. L'important, c'est effectivement d'avancer et de progresser. Ouais. Il y a une petite remarque de Alice Darmon qui dit que Anne-Sophie Pic travaille les parfums à la Dame de Pique. La Dame de Pique. Effectivement, j'avais eu cette expérience qui est, tu choisis en fait ta thématique et tu as le menu, donc tu choisis une thématique vanille, une thématique, oui. Bon, c'est quand même 430 € le menu. Non, mais voilà, voilà. Dans le luxe, ils ont le moyen de travailler des expériences, on peut s'en inspirer. Mais... Dame de Pique, c'est une étoile, donc c'était quand même plus accessible, mais ça reste effectivement pour moi du luxe à faire redescendre effectivement. Voilà. Pour le commun des mortels, qui lui a quand même des contraintes, il a quand même pas les moyens d'acheter le Daily Pic qui est plus accessible, hein, donc on voit que effectivement Alice met ses 100 €, oui, parce qu'elle est une étoile sur la Dame de Pique, la rue du Louvre, c'est pas voilà, c'est pas non plus pour voilà du quotidien, mais je trouve que c'est une expérience. Je pense que l'expérience du luxe est à regarder et puis à l'adapter, parce qu'ils sont aujourd'hui vraiment, pour moi, qui connaît un peu ce sujet-là, dans la personnalisation vraiment à l'extrême. L'expérience client, hein, la sensorialité, du travail autour des sens. Philippe, un mot de conclusion? Oui, autour de ce qu'on vient de dire sur la personnalisation, mais plus largement sur... depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé du client en général, et il n'existe pas. J'ai évoqué tout à l'heure, il y a de plus en plus de communautés. Donc là, quand je suis dans la logique communautaire, je suis à une granulométrie supérieure à celle de la personnalisation. Mais voilà, on peut descendre dans cette histoire en entonnoir. Moi, j'évoque souvent la notion de marque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, marque, enseigne, restaurant, ce que vous voulez, de marque combattante. Et le sujet, au départ, c'est pour une marque de définir son combat. Ça peut être celui du prix, ça peut être celui du carbone, ça peut être celui de ce que vous voulez, des produits locaux, peu importe. Mais de définir un combat qui est à même de fédérer autour de lui, évidemment, des collaborateurs, mais de fédérer autour de lui des clients. Et ça, c'est un élément important aussi de l'expérience, parce que c'est à partir de là que vous pouvez construire une expérience qui correspond à ce discours. Et je terminerai sur le sujet par ta question sur les... si je l'ai bien compris, sur des clés de réussite par rapport à l'expérience ou autre. Je vais le prendre dans le sens inverse. Ce que n'est pas l'expérience client, ce pourquoi on ne la fait pas. Et moi, je suis effaré de voir quand même les fortunes dépensées dans des sujets d'expérience client qu'on voit partout, qui servent à rien. L'expérience client, on ne la fait pas pour faire de la pub ou pour enrichir les structures marketing. On ne la fait pas pour le faire plaisir à son Chief Digital Officer ou ce que vous voulez. On ne la fait pas pour les journalistes. Les journaux sont truffés d'expériences clients qui servent à rien. On ne la fait pas non plus pour les investisseurs. L'expérience client, on l'a fait pour ce que je dis au début. Pour le client. On est là pour faire réussir le client. Point. Et je pense que c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que l'expérience client qu'on met dans un magasin, est-ce que ça améliore, est-ce que ça fait réussir le client, oui ou non? Si c'est non, il ne faut pas la faire. On gagnera de l'argent. Pascal, tu voulais conclure? Marianne après, et puis ensuite, comme d'hab, on annoncera juste le mois prochain ce qu'on fait, et puis comme d'hab, on va vous rendre parce que c'est l'heure du dîner. Hein. Marianne, c'est Marianne qui va terminer. Pascal, on te laisse le mot de conclusion, et après Marianne. Non, mais au-delà de l'expérience, oui, c'est important aujourd'hui de connaître ses clients et de penser aux clients. C'est ça le plus important, en fait. Aux clients en général, qui est multiple. Et puis, moi, connaissant la restauration rapide, c'est très difficile, en fait, de se dire qu'on
on s'adresse à un cœur de cible qui a 18-35 ans, parce que ce cœur de cible, en fait, ou 18-25 ans, ce qui est encore pire, hein, parce qu'on a une durée de vie très courte avec lui. En fait, il faut la faire durer toute la vie et le plus longtemps possible, voire ramener ses futurs enfants et autres. Donc voilà, faut pas penser non plus qu'à court terme. Et justement, garantir une bonne expérience, c'est garantir une expérience pour la vie et un souvenir pour la vie, en fait. C'est ça qui est le plus important. Marianne, on te laisse le mot de la fin. D'accord, merci. Moi, je pense que l'expérience client, faut se lancer, faut y aller, faut pas hésiter. Pour vouloir faire plaisir à ses clients. Et parfois, c'est pas des choses très compliquées. Ça demande pas des investissements ou une armée mexicaine au marketing. Et donc, juste un petit souvenir, c'était dans un resto qui s'appelle Rice Trotter. Il y a 2-3 points de vente dans Paris. Ah oui. Le principe, c'est des plats à base de riz sur de la cuisine. Ils ont gagné le prix du Leaders Club il y a quelques années. Ouais. Et en fait, vous rentrez dans le restaurant, c'est un petit restaurant assez simple. Et c'est vrai qu'au départ, l'expérience client, elle est pas clairvoyante, c'est pas incroyable. Et j'attendais, je prenais mon plat, j'attendais pour payer avec mon petit plateau. Voilà, il y a un peu d'attente, tout se passe bien, mais c'est pas extraordinaire non plus. Et au moment où on me remet mon plat de riz, la vendeuse me regarde droit dans les yeux et me dit: je vous souhaite un beau voyage. Et là, moi, j'étais partie dans le voyage. J'ai commencé mon expérience client. Elle n'a pas duré non plus des heures, mais voilà, ça a été un début. Et je me dis, c'était 3-4 mots, c'était pas grand-chose, ça coûtait rien non plus. Et l'expérience client, ça peut débuter aussi grâce à l'engagement de ses collaborateurs. Il y a Caroline Nobilier qui a mis la formation. Ouais, Caroline Nobilier qui a mis l'adresse de Rice Trotter. On adore, et c'est Frédéric Sorel qui nous a fait découvrir. Voilà. Une belle voyage. Ouais. On va vous remercier à tous. Comme d'hab, il est 20h. C'est rentré, c'est sorti. On a eu plein de monde. Il y a plein de questions. Je pense qu'on va vous les envoyer, celles auxquelles on n'a pas répondu. On vous les mettra dans un chat. On vous les en fera. Le mois prochain, on s'attaque à l'Everest avec Marie-Pierre. Je sais pas si elle est encore là, Marie-Pierre, on va parler de la fameuse pédagogie alimentaire. Ça y est, on a monté le plateau. C'est le mois prochain, c'est le 22. On va le co-construire avec Marie-Pierre Mondrive qui est là. Voilà. Super, bonjour Marie-Pierre. Donc tu seras à la place, tu seras là avec nous le mois prochain. Puis voilà, il y aura Claude Boyot. Faut pas tout dire. Voilà, enfin il y aura beaucoup de monde. Alors là pour le coup, il y aura vraiment beaucoup de monde et il y aura grosse pression, voilà, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait le faire et que ça y est, on le fait. Je vais remercier nos 3 experts d'avoir été si tard avec nous. Le replay dès demain matin sera en ligne sur les chaînes YouTube et tout. On enverra les questions. Il y en avait plein et on n'a pas pu tout poser. Je suis vraiment désolée. Mais c'était le sujet qui voulait ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, on se retrouve tous au resto dès que c'est ouvert. Parce que ça, j'ai vu X fois sur le chat. Juste au restaurant, c'est l'expérience. Voilà. Mais même bar, ça suffira. Même juste et là, un bar, la nutrition, on oublie, n'est-ce pas, Pascal, là, lâchez prise. Voilà. Mais nous, en fait, avec Pascal, on s'est fait avant le confinement, on s'est fait une expérience, on s'est fait un Deliveroo à la maison, c'était super bien avec Pokawa et avec Yaya. C'était excellent. On a passé un bon moment. Un petit coucou à Anne-Claire Le Breton que j'ai connue par ses webinaires et que je vais voir demain à Laval. Voilà. Allez, on remercie toute la communauté des Planètes Food. On remercie Philippe, Pascal, Marianne pour cette première participation. Et on se retrouve le mois prochain. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci pour vos relais. Et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.